en donnant la parole à Véronique qui va effleurer pour nous les différents sujets que le CNAV embrasse pour participer à l'évolution des mentalités, à l'évolution de ce que la société organise pour les vieilles et les vieux. Donc être vieux, c'est à la fois une démarche individuelle qui nous permet de nous mettre en nous une force et une force tranquille, une conviction de l'importance de cette étape de la vie et du regard qu'on doit porter dessus, mais c'est aussi une approche plus macro, plus sociétale, où nous avons aussi, de notre point de vue, un certain nombre d'idées à exprimer, à faire valoir. Et c'est donc Véronique qui va passer en revue quelques-uns des sujets de travail que le CNAV a embrassé au cours de la période récente. Merci beaucoup, Patrick. Oui, alors c'est un peu aussi pour répondre à la question d'Anne-Marie, c'est-à-dire qu'est-ce que nous pouvons faire tous ensemble, qu'elle posait tout à l'heure. Alors, juste peut-être vous dire où nous en sommes de la réflexion. Euh, L'idée étant que nous, ça devrait aussi être vous et avec nous. Et donc, comment faire pour que on arrive à penser et à avancer tous ensemble? La première chose, c'est que depuis le contre-salon, dont vous avez compris qu'il avait été un moment important de la vie du CNAV, tout le monde est au courant du contre-salon de novembre dernier? Oui. Alors, quelques étapes, hein. En octobre 2021, on a cette idée de créer un collectif, un mouvement citoyen de vieux. C'est quand même encore le Covid, etc. Donc, on fait notre première réunion publique à la cartoucherie chez Ariane Nouchkine en février 2022. Et à ce moment-là, on liste 10 sujets prioritaires, selon les gens qui sont là, et qui concernent les personnes vieilles. L'habitat, l'accessibilité, le droit à la santé, le droit d'accès à la culture, la fin de vie, l'accès aux mêmes droits de citoyens que tout le monde, etc. Bon. Et puis on se met au travail par petits groupes et ensuite de ça, eh bien, on a un peu de mal à avancer. Et tout à coup naît l'idée de se dire on va faire un grand rassemblement pour mieux se connaître et Francis Carrier lance cette idée d'un contre-salon des vieux précisément pour s'opposer aux salons des seniors qui fleurissent un peu partout et qui sont des pièges Afrique montés par des industriels qui essayent de nous vendre toutes sortes de produits spéciaux pour les vieux, hein, qui vont des petits pots hyper protéinés au surélévateur de toilettes en passant par les doudous pour se sentir moins seul et je ne sais quoi. Et voilà. Et, et donc nous disons, nous ne voulons pas aller dans ces salons-là. Et nous allons vous montrer ce que c'est qu'un contre-salon organisé par les vieux pour les vieux. Voilà. Et donc nous organisons ce premier contre-salon à Paris en novembre dernier. Et nous avons un succès absolument incroyable. Nous avons demandé à tous ceux qui voulaient de nous dire ce dont ils avaient envie de parler, quelles étaient leurs préoccupations, de venir nous présenter leurs initiatives et leurs projets. Et c'est comme cela, je crois que beaucoup d'entre nous, on s'est rencontrés et pour la première fois, dont Anne-Marie et Michel, dont Roland et Marie, hein, c'est ça, voilà, etc. Donc ce contre-salon en novembre 2023, il y a eu à peu près 2500 personnes qui sont passées dans ce contre-salon, donc beaucoup, beaucoup de gens. Et du coup, c'est cela qui a amené à une grande mobilisation et à multiplier le nombre des membres du CNAV. Et donc, on s'est dit à la sortie de ce contre-salon qu'il fallait qu'on s'organise un peu différemment, de façon à donner corps à ce mouvement citoyen, corps et âme. Et donc, on s'est dit comment on va faire. Donc, on a réfléchi pendant 6 mois par petits groupes avec des gens qui se sont mobilisés à la suite de ce contre-salon. Et on a décidé de la création d'un collège des territoires. Et donc, l'un des territoires, c'est Toulouse, et qui a pour référent Patrick. Donc déjà, la question, c'est qui se mobilise autour de Patrick pour faire vivre le CNAV
au sein de ce territoire-là, dont je ne sais pas si la localisation est à la Ménardière ou à Toulouse en général, ou etc. Ça, c'est à vous de voir. Mais l'idée, c'est que ces collèges, ces différents territoires, eux-mêmes travaillent sur les questions qui préoccupent le CNAV et fassent remonter tout ce qui est possible de façon à nourrir la pensée collective du CNAV et de façon à ce qu'on puisse en faire une synthèse et qu'une fois de plus, ce ne soit pas 2 ou 3 personnes qui pensent dans un coin et qui imposent leur pensée à tous les autres. Vous avez vu la richesse de vos échanges de ce matin et leur subtilité, comme disait Patrick, c'est extrêmement important. Et c'est à partir de ça qu'on peut éventuellement arriver à construire une pensée et une parole collective. Donc c'est ça que nous espérons arriver à faire. Et pour cela, il faut qu'on fasse des réunions comme celle d'aujourd'hui et qu'ensuite de ça, il y ait des gens qui synthétisent les messages qui ont été dits, qui les fassent remonter et qu'on les mette en débat sur les autres territoires de la même façon et qu'on arrive comme ça, petit à petit, à créer une pensée collective sur la vieillesse. Donc, c'est ça que nous sommes en train d'essayer de faire et nous avons lancé une organisation la plus horizontale possible, mais qui permette de remonter du terrain les choses de façon à ce que, ensuite de ça, elles soient centralisées, non pas verticalisées, mais centralisées, de façon, une fois de plus, à construire un programme commun, si on peut dire. Voilà. Donc, je vous incite à véritablement nourrir cette réflexion collective, et y compris dans la controverse, puisqu'il y a des sujets dont vous avez vu qu'ils fâchent et qu'on n'est pas tous d'accord et qu'il faut qu'on les mûrisse ensemble, etc. Donc, première chose, faire vivre l'organisation et éventuellement nous dire si elle ne vous convient pas. Pour l'instant, nous avons essayé de maintenir les choses sous la forme d'un mouvement citoyen qui ne soit pas hiérarchisé et organisé en association pour éviter, une fois de plus, la verticalisation au maximum. Je ne sais pas si nous arriverons à tenir ce challenge, qui est compliqué, mais en tout cas, c'est pour l'instant vraiment notre souci. Et puis on se donne 1 an ou 2 pour voir si ça fonctionne ou s'il faut passer à autre chose. Mais pour l'instant, c'est ça le résultat de ces 6 mois de travail post-contre-salon. Alors maintenant, l'idée, c'est aussi de proposer une journée nationale CNAV, probablement annuelle, dans un lieu ou dans un autre, où on puisse rassembler des gens de différents territoires pour qu'ils échangent entre eux et qu'ils puissent se connaître petit à petit, non seulement par Zoom, mais aussi en présentiel. Et donc, non seulement il faut des réunions comme la vôtre qui soient vraiment très ancrées localement, mais il faut qu'on arrive à faire des réunions qui permettent de rassembler plusieurs territoires ou plusieurs représentants des territoires. Et puis, l'idée, c'est aussi de faire des contre-salons tous les 2 ans. Le prochain contre-salon devrait être organisé à Bordeaux, comme vous le savez probablement. Pour l'instant, la date qui est retenue, c'est automne 2025. Voilà, Françoise est là, je pense qu'elle peut-être nous en dira un mot. Je pense que ça sera à peu près à cette date-là, peut-être que ça dérapera de quelques mois, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, c'est ça qui est prévu. Et donc, il est prévu aussi que les organisateurs envoient assez vite un appel à communication à tous ceux qui sont venus au dernier contre-salon et à tous les membres qui se sont révélés intéressés par le CNAV depuis, pour leur dire pareil, de venir présenter leurs projets, leurs initiatives, leurs difficultés, leurs questions, etc. Donc, un rendez-vous tous les 2 ans, tous les 2-3 ans, au contre-salon. Voilà pour l'organisation générale du CNAV. Vous n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez tout à l'heure. Peut-être la démarche pour que chacun s'inscrive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement d'adhésion, mais on va sur le site internet du CNAV. Voilà. Donc si on veut devenir membre du CNAV, on envoie un message à l'adresse email du CNAV, cnav.demain@gmail.com, en disant « Je voudrais devenir un membre du CNAV ». Et à ce moment-là, aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est d'aller lire un contrat d'engagement qui dit quelles sont les valeurs du CNAV
et qui dit devenez membre du CNAV uniquement si vous êtes d'accord avec nos valeurs qui ont été élaborées selon une charte discutée avec tout le monde, etc. Enfin, pas tout le monde, avec un grand nombre de gens, mais pas tout le monde, mais voilà. Et donc, on vous demande de faire ça en 2 étapes, c'est-à-dire d'aller lire ce contrat d'engagement et de dire oui, je suis d'accord avec les valeurs du CNAV et donc je veux effectivement devenir membre du CNAV. Et à ce moment-là, vous devenez membre du CNAV. Et quand vous êtes membre du CNAV, vous recevez la lettre d'information bimensuelle, ou non, tous les 2 mois, pardon, je ne sais pas comment on dit, etc. Et on vous demande aussi de vous engager à faire vivre le CNAV localement et à participer le maximum possible à ces réflexions. Donc, nous sommes absolument, intimement persuadés, une fois de plus, que la valeur ajoutée du CNAV n'existera que si les gens qui le composent inventent la nouvelle vieillesse dont nous avons envie, comme Anne-Marie et Michel le font si bien ici, et comme Patrick s'est engagé à mobiliser toutes les forces de Toulouse pour le faire. Donc pour nous, c'est absolument capital. Pour l'instant, le Sud-Ouest est particulièrement dynamique en la matière. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà. L'autre chose, c'est quels sont les grands chantiers déjà en route du CNAV. Une fois de plus, vous pouvez tout à fait penser que ces chantiers ne sont pas les bons et que vous avez d'autres chantiers que vous voudriez mettre en route. Hein. Donc ça, c'est vraiment à votre choix. Mais les chantiers que nous avons déjà un tout petit peu déblayés sont lesquels? L'habitat. Hein, nous avions déjà, et je pense que c'est à cette occasion qu'on s'est connus en fait, quand j'y pense avec Anne-Marie et Michel et aussi les gens qui portent le projet Égrégore, c'était une première journée que nous avions faite sur l'habitat partagé, l'habitat participatif et les nouvelles formes d'habitat qui sont plébiscitées aujourd'hui par un certain nombre de personnes âgées. Voilà. Je pense que ce sujet n'est pas encore totalement suffisamment décrypté par le CNAV et que nous serions probablement assez bien placés pour en faire une synthèse. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'initiatives qui sont nées partout. Il y en a qui viennent de naître, il y en a qui ont 20 ans et qui sont réfléchis depuis 20 ans. Et je pense que ça serait hyper intéressant d'arriver à faire un guide en disant voilà quelles sont les réussites, voilà quelles sont les difficultés, voilà quels sont les obstacles, et voilà le recul que nous avons. Et ça n'existe pas aujourd'hui. Edith Cassan et les Bobo Yaka de Bordeaux ont essayé de synthétiser un peu des éléments sur ce sujet, mais ne sont pas parvenus à une grande synthèse puisqu'il n'y a que 3 ou 4 initiatives qui leur ont répondu. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas... Il y a plein de gens qui arrivent au CNAV et qui sont intéressés par ces habitats alternatifs et qui ne savent pas comment s'y prendre et qui ne savent pas à qui s'adresser. Et c'est un peu dommage qu'ils fassent tout le parcours du combattant et qu'ils se tapent tous les obstacles que vous avez déjà surmontés, alors que probablement il y aurait des enseignements qu'on pourrait déjà leur passer. Donc ça, c'est un travail qui est devant nous, et s'il y a quelqu'un qui a envie de s'y coller, je pense que ça serait vachement utile pour tous les gens en France qui cherchent à trouver une solution pour leur vieux jour et pour un nouvel habitat. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet que nous avions essayé de défricher aussi, c'était l'accessibilité. Et c'est pareil, je pense que c'était très riche, la discussion que nous avons eue sur l'accessibilité, mais que nous ne sommes pas arrivés du tout à concerner les acteurs institutionnels là-dessus. Par exemple, à Paris, on a essayé de prendre rendez-vous avec la direction de la RATP. Impossible. Ils n'ont pas voulu nous voir. À la SNCF, pareil. Alors que l'un des plus gros sujets de l'accessibilité dans cette ville-là, en tout cas, c'est vraiment l'accès au transport en commun. Bon, par exemple. Donc, probablement, c'est un chantier qu'il va falloir réouvrir aussi assez vite et de façon plus large. Ceci dit, il y avait déjà pas mal de gens qui ont discuté avec nous depuis des milieux ruraux, depuis des petites villes et depuis des milieux aussi au bord de la mer. Mais ça n'a pas suffi à créer vraiment de la connaissance utile sur ce sujet. Ensuite, nous avons attaqué le sujet de la fin de vie, comme vous le savez peut-être. Et
Nous avons beaucoup travaillé sur la fin de vie, parce qu'il y a plusieurs d'entre nous qui avaient travaillé depuis longtemps sur la question. Et nous avons produit un manifeste, CNAV, sur la fin de vie, en février 2023, que nous avons largement diffusé et qui synthétisait un peu les conclusions de 2 jours de travail que nous avons eus, toujours chez Ariane Nouchkine, à la cartoucherie, sur le sujet. C'est un sujet important pour nous, même s'il n'est pas le sujet qui résume les préoccupations des personnes vieilles, mais forcément, au bout de la vieillesse, il y a en général la fin de vie. Et donc, c'était important de savoir ce que les personnes vieilles avaient à dire là-dessus. Je pense que vous savez tous quelles ont été les conclusions du CNAV sur la question. Alors, à cette occasion, forcément est apparu le sujet selon lequel tout le monde ne peut pas être d'accord. Sur la fin de vie, vous savez que c'est un sujet extrêmement clivant, qui reste extrêmement clivant. Il n'y a qu'à entendre ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale lorsque le projet de loi récent a été remis sur la table du débat. Et forcément, ce clivage, il existe aussi au sein du CNAV. Et donc, l'une des questions que nous avons, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qui parle au nom du CNAV? Et quelle parole on porte ou quel message on porte? Si on veut porter un message consensuel, on est inaudible, parce qu'il est trop subtil, trop compliqué, etc. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on porte comme message? Et donc, l'idée, c'est de dire, eh bien, oui, tout le monde n'est pas d'accord au sein du CNAV, mais en l'occurrence, parmi les 180 personnes qui s'étaient réunies en février 2023 pour réfléchir à qu'est-ce qu'ils voulaient porter comme message au nom des personnes vieilles et au nom du CNAV sur la fin de vie, là, ces gens-là étaient en grande partie consensuels sur le manifeste que nous avons sorti. Ce qui ne veut pas dire que les 3000 personnes du CNAV sont d'accord avec ça, une fois de plus. Mais nous sommes partagés entre est-ce qu'on porte une parole forte ou est-ce qu'on porte une parole complexe qui est représentative de toutes les sensibilités du CNAV, et c'est sûr que c'est compliqué. Donc, vous pourrez nous dire aussi ce que vous pensez sur cette question-là. Donc, sur la fin de vie, nous avons, probablement vous avez suivi ça, nous avons essayé d'exister tout au long du débat parlementaire sur la question. Nous avons notamment organisé une manifestation à Paris en janvier pour demander que le projet de loi soit mis à l'ordre du jour du Parlement avant les élections européennes, ce qui a eu lieu finalement. Je ne dis pas que c'est nous qui avons décidé, le président de la République, à mettre ce sujet sur la table avant les élections européennes, mais néanmoins, la manifestation a été positive dans le sens où finalement, ça a été le cas. Et nous avons été auditionnés, j'ai été auditionné par la commission parlementaire à plusieurs reprises sur ce sujet-là, notamment au nom du CNAV. Pas uniquement, mais notamment au nom du CNAV, aussi au nom du bouquin qui est sur la table. Voilà, ça c'est le deuxième sujet. Et le troisième sujet, je ne sais plus où j'en suis du nombre de sujets, mais le quatrième, nous avons l'intention là, et nous lançons une grande consultation sur l'EHPAD. Parce qu'il nous paraît que ça, c'est un sujet qui vraiment préoccupe beaucoup de nos adhérents. Et pour l'instant, le message du CNAV a été un peu lapidaire sur les EHPAD. Il a consisté à dire tout sauf l'EHPAD. Voilà. Et donc, le problème, c'est que quand on dit ça, eh bien, les gens nous disent d'accord. Et après, qu'est-ce que vous faites une fois que les gens sont extrêmement dépendants et qu'ils ne peuvent plus rester à domicile parce que les besoins qu'ils ont ne peuvent pas être comblés. Et donc, et là, on est sec. On n'a pas suffisamment réfléchi ni travaillé pour dire ce qu'on voudrait à la place. Voilà. Et donc, nous avons décidé de nous attaquer à ce nouveau chantier. Et donc, de la même façon que je vous ai dit que l'une de nos ambitions, c'était que tout remonte du terrain ou que beaucoup de choses remontent du terrain pour que vous nous disiez quels sont les sujets que vous voulez débattre ou bien quelles sont les idées que vous avez déjà, nous pensons que c'est bien de temps en temps
de nous mettre au travail collectivement sur le même sujet de la même façon partout en France. Et donc ce que nous proposons là pour les EHPAD, pour réfléchir à l'EHPAD de demain selon le CNAV, ou l'alternative à l'EHPAD de demain selon le CNAV, c'est une consultation au moment de la semaine bleue prochaine, c'est-à-dire la première semaine d'octobre, et nous voudrions essayer de mettre en place une consultation de tous les adhérents du CNAV et amis des adhérents du CNAV, partout dans les territoires existants CNAV, sur une même journée, avec une même méthode, travaillant sur les mêmes questions. Donc c'est ça l'ambition. Patrick est dans ce petit groupe de travail qui réfléchit à cette méthode et probablement, j'espère, a le projet de monter ça sur votre région. Mais donc l'idée c'est celle-là, c'est d'un travail avec le plus de gens possible intéressés, qui viendraient pendant une journée plancher sur quelques questions essentielles autour de si jamais demain je suis obligé, malgré moi, pour une raison ou pour une autre, de partir de chez moi parce que ce n'est plus possible, qu'est-ce qui est absolument capital pour moi d'éviter et qu'est-ce qui est absolument capital d'obtenir, de façon à ce qu'on puisse construire un modèle alternatif ou proposer un modèle alternatif qui soit adapté à ce que nous souhaitons, nous, en tant que vieux aujourd'hui, si jamais un jour nous devenons effectivement dépendants. Voilà, donc on est en train de monter ça. Je t'interromps juste une seconde, pardon, je suis là. Juste pour te dire que sur ce sujet qui aura lieu sur l'EHPAD de demain, j'ai contacté l'association Hold Up, qui est au niveau national, est une association avec laquelle le CNAV a beaucoup d'échanges informels. Et il se trouve qu'à Toulouse, il y a aussi Hold Up Occitanie, Hold Up OC, pardon, et Fabienne fait partie et Marie aussi, Marie bien sûr aussi, Anne-Marie. Et donc nous organiserons conjointement, ensemble, cette consultation des vieilles et des vieux, et d'ailleurs qui voudra y participer. Donc quand on partagera les questions et on organisera ça ensemble. Voilà, c'était juste pour vous dire ceci. Voilà, bah écoute, je crois qu'on a à peu près dit l'essentiel sur l'endroit où nous en sommes aujourd'hui du développement du CNAV. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Alors Anne-Marie et Fabienne. Marie. Ouais, moi, je voulais vous remercier déjà parce que vous mettez en œuvre des actions qui sont vraiment très importantes pour nous tous, pour nous épauler aussi. On peut aussi en retour vous apporter beaucoup de choses. Par rapport à la réflexion de l'EHPAD de demain, pour moi c'est un rêve certainement, mais je crois que c'est très politique, très très politique. Et que imaginer que les EHPAD d'aujourd'hui vont changer demain, c'est pas gagné. D'accord ? Alors, c'est bien d'y penser, c'est bien de faire bouger les choses pour nos enfants, pour les générations qui vont arriver, mais pour nous. Si nous ne nous remontons pas les manches et si nous ne trouvons pas des solutions alternatives à l'EHPAD tel qu'il est aujourd'hui, ben, on est cuit, quoi. Je veux dire, on sera à l'EHPAD si on décide de ne pas bouger, si on est dans l'immobilisme en se disant ça arrive aux autres, nous sommes à domicile, et puis, au domicile, on verra bien, on se fera aider, on a une voisine, etc. Si on est si on est dans le déni, les choses n'avanceront pas. Donc c'est pour ça que la Ménardière existe, c'est pour ça qu'Égrégore existe, on essaye de faire des choses par nous-mêmes, sans compter sur... Alors, on peut compter sur le plan financier, par les mutuelles, etc. Mais il faut que les projets soient très avancés pour ça, pour qu'ils nous aident. Et c'est ça, c'est que nous avons bien conscience que nous sommes des pionniers et que tant que nous n'avons pas les forces vives pour nous suivre dans ces projets, ça sera difficile, quoi. Ça sera très difficile. Voilà.
Merci. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je passe le micro à quelqu'un. À vous. Je peux garder le micro ? Je peux garder le micro, Padri ? Bon, alors moi je voudrais revenir sur l'habitat partagé puisque c'est le sujet qui m'a amené à connaître tous ces gens charmants qui sont autour de nous. Et, et en fait, en faisant des recherches, je me suis aperçue que effectivement, enfin, il y a de très nombreuses années que je m'intéresse au sujet et j'y suis arrivée parce que j'avais trouvé une association qui s'appelle Vivre en Béguinage, qui était une des pionnières dans la matière. Mais seulement le problème, alors il s'en est monté beaucoup depuis, mais ce sont toutes des associations où les résidents ne sont pas maîtres des lieux. Il y a une hiérarchie, effectivement, et il y a des personnes qui sont désignées pour gérer, mais la gestion n'est pas faite par les résidents. Et j'ai peur que, comme c'est quand même difficile et qu'effectivement, comme vous l'avez dit, les gens ne savent pas comment s'y prendre, ne savent pas où s'adresser, et qu'il n'y a pas de subvention pour l'instant, j'ai très peur que finalement, ce marché porteur, eh bien, ce soit de nouveau des entreprises privées qui mettent la main dessus et qui la gèrent. Voilà, moi, c'est la peur que j'ai, c'est qu'on se retrouve pris encore dans un marché financier et pas du tout dans quelque chose de vraiment collaboratif, coopératif. Voilà. Juste au passage, je me demande d'ailleurs si les habitats comme les nôtres n'ont pas aussi un rôle à jouer. Je parle de Bérat, par exemple. Peut-être, je ne sais pas ce qui peut se passer, mais peut-être qu'un jour, il y aura quelqu'un parmi nous qui sera extrêmement dépendant et que ce sera trop lourd pour ceux qui sont dans la Ménardière. C'est une idée en l'air, hein, mais pour assumer seul la dépendance d'une personne qui sera là. Bon, il y a peut-être des liens à créer avec les élus locaux, et plus la ville est petite et plus c'est possible, avec les EHPAD ou les maisons de retraite locales, des échanges de soins, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent à la fois faire évoluer les petits établissements de soins en créant des liens avec justement ceux qui ont fait un pas de côté. Il y a peut-être un boulot à faire. C'est ce que nous allons creuser avec les coopérateurs de la Ménardière. Alors, Fabienne, Pascal et après Daniel. Alors moi j'ai une observation, on parle toujours de dysfonctionnement en EHPAD et de la maltraitance, mais à domicile, il y a aussi de la maltraitance. Je discutais tout à l'heure, je parlais avec une collègue qui me disait qu'à 17h, quelqu'un passait, mettait une couche-culotte, la personne était au lit jusqu'à 7h du matin, de 17h à 7h, parfois avec la lumière allumée. Donc si ça, c'est pas de la maltraitance. Et ensuite, une question, parce que je m'y connais pas trop en monde associatif, etc. On dit toujours que le CNAV est un mouvement et que ce n'est pas une association. Quelles sont les limites et les ressources d'une association ou du mouvement? Est-ce que le CNAV va rester mouvement et pourquoi? Peut-être on finit le tour des Le questions. tour de parole, donc Pascal et après Daniel. Oui. Notre pays a un problème avec l'institutionnalisation. C'est-à-dire que le problème est comment sortir in fine du tout institut. La problématique de l'EHPAD, qui est une problématique qui existe dans bien d'autres domaines, c'est de se poser la question, est-ce qu'on va réfléchir aux réflexions qui étaient les vôtres là? Est-ce qu'on va leur réfléchir sur, on va à un moment être obligé d'aller en EHPAD? Est-ce qu'on va continuer à réfléchir dans un cadre institutionnel ou est-ce qu'on va pouvoir mettre en place des solutions comme j'ai entendu parler, autres qui seront des solutions horizontales qui naîtront localement sur des projets locaux de manière à casser l'institution, mais on revient après toujours sur le même problème qui vient d'être évoqué, à savoir que malheureusement, les conditions d'une
d'une vie à domicile prolongée ne sont pas réunies, puisqu'il y a beaucoup de maltraitance de ce style-là. Moi, je connais plein de gens au niveau, puisque je suis observateur extérieur sur le foyer de Muret, plein de gens, plein de personnes handicapées qui vivaient très bien à domicile et qui ont rejoint le foyer parce que, justement, elles étaient levées à 11h du matin, couchées à 18h, donc impossible de prévoir une vie. Donc la maltraitance, alors, donc le problème, c'est ça. C'est est-ce qu'on continue, est-ce qu'on a les moyens de continuer à réfléchir dans un cadre institutionnel, ou est-ce que l'urgence fait qu'on va trouver les solutions qui sont en train d'émerger à droite à gauche et les faire vivre. Voilà. Enfin, moi, je pense qu'on en est là aussi du débat. Oui, merci. Les questions sont compliquées et je crois que rien ne s'oppose. On est obligé d'avancer dans un monde, je donne mon point de vue personnel, qui craque, et un monde qui s'écroule, qui bascule, je ne sais pas quel est le meilleur mot, et qu'on le vit. Je ne sais plus qui c'est qui citait quand le vieux monde s'écroule et que le nouveau est en train de naître. Et ce nouveau monde, c'est de celui-là que je veux parler un petit peu par les écolieux. Entre les deux, il y a des draps, c'est terrible. Je ne sais plus quoi, je ne retrouve plus la phrase exacte, mais vous la connaissez. Et donc, moi, ça fait quand même peut-être 30 ans que je suis le mouvement qu'on a appelé au départ les Oasis, avec les colibris, chacun faire sa part, et j'ai vu ce mouvement démarrer, et maintenant qui porte le nom d'écolieux d'une manière générale. Et je vois ce mouvement vraiment grandir d'année en année. Et donc la Ménardière que je découvre en fait partie. Et je me dis qu'on ne connaît pas assez tout ce qui existe. Et il y a un Ariège, donc, puisque je suis l'Ariégeoise, qui a rejoint le mouvement toulousain du CNAV. Il y a un Ariège, donc un écolieu, où se tient à nouveau pour la 2e année la rencontre nationale des écolieux de France. L'an dernier, nous étions 600 personnes. Moi, j'étais en tant que, pas membre, je ne suis pas membre d'un écolieu, mais ça m'intéresse. Et il y a eu une semaine magnifique d'intervenants très, très, très variés. Ça se refait cette année au mois d'août, la semaine du 21 au 25 ou 26 août. Donc voilà, vous trouvez, il suffit de taper coopérative Oasis et vous trouvez si vous voulez participer. Et donc là, une dame de l'écolieu de Sainte-Camelle à côté de Pamiers, donc dans l'Ariège, devait être là aujourd'hui, elle ne peut pas venir. Et elle m'a laissé un document que vous pourrez prendre donc. Ils sont en train de travailler justement sur le même sujet des vieux et de la vieillesse. Et ils proposent une formation pour 2025. Donc, moi, je vais faire le relais un petit peu de tout ce qu'on dit et puis de tous ces sujets qui n'ont pas de réponse, mais sur lesquels on sait qu'il faut qu'on invente une autre façon de vivre sans gaspiller, dans le respect des autres, dans le respect de l'environnement. Et ce monde existe. Ce monde existe, et pas seulement en France, partout, mais on ne le connaît pas. On ne le connaît pas suffisamment, il n'est pas assez développé. Mais moi, je peux témoigner que quand on vient dans des lieux comme ça, on s'y sent bien. Moi qui vis dans un petit village après d'Ariège, à côté de Foix, quand je reviens de mon village, en même temps, ça me fait du bien parce que je vois le monde de l'autre, ce monde des institutions, ce monde de là, mais
avec lequel on vit. Et donc, la question, c'est peut-être comment on va faire ce passage. Voilà. Parce que je crois que la bascule est là et qu'il faut... Et c'est à nous de le construire aussi, modestement, avec nos forces à nous. Voilà, donc si vous pouvez aller à Sainte-Camelle, c'est un beau lieu comme la Ménardière. Et il y en a d'autres qu'on ne doit pas connaître. Oui, juste des informations concernant le CNAV Gironde. Donc on organise le 21 septembre 2024 une journée où sera présente d'ailleurs Véronique qui présentera son livre. Et l'après-midi, il y aura des joutes verbales en particulier. Et nous sommes en train de préparer à fond le contre-salon numéro 2. Et ce contre-salon aura lieu donc en 2025 à la mi-octobre. Et actuellement, on est en train de choisir le lieu. On a plusieurs possibilités. Et on va en parler avec le national parce qu'on se pose évidemment la question de ne pas se faire récupérer par les politiques. Et essayer de choisir un lieu qui soit vraiment bien implanté socialement et qui soit intéressant par rapport à l'économie sociale et solidaire, etc. Et donc là, on a maintenant des choses très intéressantes qui nous sont proposées. Et on va le décider très vite pour après pouvoir mettre en place le détail des interventions qui auront lieu, etc. Mais ça avance et on est en train de franchir des grands pas. Et on vous attend évidemment tous avec plaisir à ce salon en octobre 2025. Une petite intervention du médecin de santé publique. Alors, la qualité de prise en charge, aussi bien à domicile qu'en EHPAD, se heurte à un déficit global en France de plus de 100 000 professionnels qualifiés, c'est-à-dire bien formés et bien payés. On dit 110 000. Donc, le marché de l'emploi n'a pas les compétences actuellement pour répondre aux besoins. Les pouvoirs publics le savent très bien. Alors, le statut d'aidant un peu bâtard qui est évoqué, c'est vrai que c'est un emplâtre. C'est un emplâtre, pas sur une jambe de bois, mais c'est, disons, palliatif, quoi. C'est un soin palliatif de la prise en charge des personnes âgées. Mais, merde, qu'est-ce que je voulais dire ? Il manque 100 000 personnes. Oui, c'est ça. En fait, pourquoi les moyens ne sont pas dégagés ? Parce que les salaires sont trop faibles, les gens ne sont pas attirés dans cette profession, comme dans beaucoup d'autres professions difficiles. C'est des métiers difficiles, hein. On est confronté à la mort, à la difficulté de fin de vie, etc. Mais c'est le néolibéralisme qui est en face. C'est en embuscade, ce sont les financiers qui veulent financiariser tout ça et qui ne donnent pas au pouvoir public et à la société les moyens d'une alternative qui ne soit pas néolibéral, c'est-à-dire qui ne soit pas financiarisé. Et il est là le problème, hein, c'est la financiarisation de toutes les activités humaines. Bientôt, l'air qu'on respirera, l'eau qu'on boit déjà, etc., etc., quoi. Véronique, une petite étape Alors, une petite étape. En Suède, ils ont augmenté de quasiment 50% le salaire des personnels dont vous parlez, c'est-à-dire des auxiliaires de vie et des personnes qui se chargent à domicile des personnes en situation de grande dépendance. Et ça n'a attiré strictement aucun recrutement supplémentaire. Donc, nous nous posons la question de savoir si c'est le seul sujet. Pour travailler beaucoup avec des directrices de services de soins à domicile, elles sont très pessimistes. Elles disent qu'il y a un problème de revalorisation sociale, surtout, et que c'est un métier que les gens ne veulent pas faire parce qu'ils sont déconsidérés socialement. Et qu'aujourd'hui, ça va être très difficile de remonter la pente. Donc,
je suis d'accord qu'on peut rouspéter contre le gouvernement et contre la société et contre les pouvoirs publics depuis 20 ans ou 50 ans, mais les politiques que nous avons nous ressemblent. Hein. C'est quand même nous qui les élisons. Et donc, voilà, je crois qu'il faut se dire que si nous voulons changer les choses, il faut effectivement commencer par nous-mêmes nous remettre en cause et mettre nos mains dans la matière pour essayer de faire que ça change. De ce point de vue-là, je ne serais pas aussi pessimiste ou attentiste que Anne-Marie, c'est-à-dire que quand nous disons nous au CNAV, tout sauf l'EHPAD, c'est bien que nous pensons que nous ne pouvons pas aujourd'hui changer les EHPAD de l'intérieur. C'est impossible parce que le système a été conçu sur de mauvaises bases, selon nous. Et donc, il faut changer les bases radicalement, sinon vraiment essayer de trouver une alternative. Et si je suis adhérente au CNAV et si je me suis mise en route pour réfléchir à ces questions-là, c'est parce que je ne veux pas vieillir comme on nous le propose aujourd'hui et que je ne veux pas finir dans un EHPAD tel qu'on nous le propose aujourd'hui. Et donc, je ne suis pas du tout en train de me dire que je fais ça pour mes enfants. Et l'idée, c'est d'essayer effectivement de changer les choses aujourd'hui et pas dans 30 ans. Et pour changer les choses, d'être radical, c'est-à-dire de dire pourquoi le modèle ne fonctionne pas ou pourquoi il est arrivé à cet endroit d'impasse où il est aujourd'hui, ce qui nous permettra de savoir comment il faut éventuellement le rebâtir ou le reconcevoir pour qu'il soit différent. Alors, je pense que les projets que vous avez, que ce soit la Ménardière, Grégor, Boboyaka et tous ces projets, j'ai bien compris que votre idée, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens puissent rester dans les projets jusqu'au bout, y compris s'ils deviennent grandement dépendants. Et c'est merveilleux de le penser et d'essayer de le mettre en route. Mais d'abord, vous n'y êtes pas, et vous n'êtes pas dépendant, et vous le serez peut-être, mais pas avant 20 ans d'ici, si jamais ça doit vous arriver. Et la question, c'est qu'on ne peut pas attendre 20 ans. Il y a des gens qui aujourd'hui, enfin, je veux dire, vous voyez bien dans quelle situation sont les EHPAD aujourd'hui. Vous avez tous lu Les Fossoyeurs, et vous savez bien qu'aujourd'hui, plus personne ne veut aller en EHPAD compte tenu de ce qu'on en dit. Donc il faut agir vite. Et il faut que le CNAV ait une pensée et une parole forte sur ce sujet-là, pas pour après-demain, mais pour demain. Et demain qui est dans les années qui viennent. Donc c'est ça le sujet qu'on va mettre sur la table du débat en octobre. Et l'idée, c'est d'aller au-delà de la réponse qui est la vôtre, qui est de dire la réponse est la Ménardière ou Grégor. Tant mieux si ça l'est. Tant mieux. Et bien sûr qu'il y a aussi la réponse de dire il faut faire de la prévention au maximum pour qu'il n'y ait plus de gens dépendants. Hein? On entend ça aussi beaucoup. Bon, très bien. Mais malheureusement, il y aura toujours des gens grandement dépendants. À un moment donné, peut-être ça ne durera pas très longtemps, peut-être ça ne durera que quelques mois de leur vie et de leur vie à l'extrême bout de la vie. Mais aujourd'hui, ceux qui vont dans les EHPAD ou ceux qui ont accompagné leurs proches à domicile dans leur très très grande vieillesse savent que parfois ça existe, la très grande dépendance et la très grande inutilité, en tout cas telle qu'elle est ressentie par les personnes vieilles à ce moment-là de la vie, et qu'il faut bien apporter une solution. Et que cette solution, effectivement, il faut arriver à la mettre en place et à l'organiser différemment du modèle qu'on nous propose aujourd'hui, puisque nous n'en voulons plus. Donc, ne fuyons pas la question. S'il vous plaît, si vous vous mettez en route avec Patrick à la rentrée pour réfléchir à de quel EHPAD nous ne voulons pas et pourquoi, et qu'est-ce que nous voudrions à la place, ne répondez pas uniquement la Ménardière. C'est absolument rien contre le projet, au contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, il faut être réaliste. Tout le monde ne pourra pas aller dans un projet comme celui-là, qui existe aujourd'hui parce qu'il a déjà été conçu il y a 10 ans. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont aujourd'hui voués à aller dans un EHPAD parce qu'ils ont besoin de 6 à 7 heures de présence humaine par jour et d'une surveillance nocturne, qu'ils ne peuvent pas se payer à domicile, ou dans des conditions dont on a dit qu'elles étaient en général, si c'était le cas, extrêmement maltraitantes. Et c'est normal, parce que les gens ne peuvent pas faire autrement. Quand vous avez 3 personnes, 3 auxiliaires de vie pour un canton de 20 km ou de 30 km, et les filles, il faut bien qu'elles arrivent à coucher tout le monde avant 8 heures du soir. Et donc oui, il y en a un qui est couché à 5 heures du soir. Bon.
Et voilà. Et c'est pas possible autrement. Donc il faut concevoir les choses d'une autre façon. Et il faut essayer de réfléchir à quelque chose qui soit ni le domicile, quand c'est pas possible. Alors parfois il y a des gens qui ont la chance de ne pas être seuls et de pouvoir avoir un compagnon ou une compagne de vie qui les couche à 8 ou 9 heures du soir, mais c'est pas tout le monde. Ni l'EHPAD. Voilà. Donc c'est ça la question qui nous est posée. Je le rappelle juste pour essayer de clarifier le sujet de la journée à laquelle on vous invite en octobre. Voilà. Sur le mouvement et l'association, il me semblait avoir répondu, mais dans une association, il y a un président, un vice-président, un trésorier, un conseil d'administration, et celui qui cause, c'est le président. Qui cause au nom du mouvement. Et il y a une verticalisation des pouvoirs que nous voudrions essayer d'éviter. Mais peut-être que c'est totalement... Pas depuis très longtemps, excusez-moi, je les connais bien. J'ai déjeuné avec le président il y a 3 semaines. Et voilà, c'est un peu compliqué pour l'instant. Et nous ne savons pas très bien où ça va atterrir. Donc voilà. Oui. Juste par rapport aux associations, effectivement, la collégialité existe. Par exemple, moi, je coordonne UTAMAP, une association pour le maintien de l'agriculture paysanne, où on partage complètement les responsabilités. Et d'autre part, il me semble que avoir une association par rapport à une collectivité locale, c'est extrêmement important pour pouvoir avoir accès à des lieux municipaux et pour pouvoir avoir des subventions. Et donc, je pense que ça serait important de réfléchir à cette éventualité. Alors, à vrai dire, on a créé une association. Hein. Oui, et nous aussi. Parce que pour le contre-salon, il fallait qu'on ait un endroit où recueillir l'argent. Donc, on a créé les Amis du CNAV. Mais c'est une association pour la forme technique uniquement. Ouais. Ben, voilà. Je ne sais pas du tout si on va continuer comme ça, hein, mais l'idée, c'est déjà de montrer que ce qu'on veut, c'est quelque chose de très horizontal si on y arrive. Marie. Moi, je voudrais revenir sur les questions de fin de vie. Assez vite, quand on réfléchit à ces questions-là, on croise la question de savoir à qui appartient mon corps. Alors, quand j'étais bébé, il appartenait à mes parents. Après, tout au long de ma vie, cette question-là est un peu compliquée, elle n'est pas la même pour tout le monde. Il est assez clair que dans notre société occidentale, le corps des personnes vieillissantes du très grand âge et des très grands dépendants ne leur appartient pas, ne leur appartient plus si un jour il leur a appartenu. Ça, c'est un souci pour moi. Et je pense qu'un des leviers pour modifier ça, c'est d'arrêter cette espèce d'utopie où le patient serait au centre du dispositif, mon cul, comme dirait Zazie. Le patient n'est pas du tout au centre du dispositif jusqu'à la fin de sa vie. Ce sont d'autres qui décident pour lui, y compris de sa fin de vie actuellement en France. Donc ça, pour moi, c'est problématique. Concernant la très grande dépendance, effectivement, on a un souci avec le modèle des EHPAD. On a toujours un souci dès qu'on institutionnalise quelque chose. On a rencontré cette question-là avec la psychiatrie il y a une 30aine d'années déjà, et on ne sait pas faire. Le paradoxe auquel on a affaire concernant les corps, c'est qu'il y a des soins du corps qui sont valorisés. Si vous faites de la chirurgie esthétique, ça se passe plutôt bien. Et puis il y a des soins du corps qui ne sont pas valorisés du tout. S'occuper des soins du corps des bébés, comme s'occuper des soins du corps des personnes très dépendantes, ça, c'est pas valorisé, vous l'avez bien dit. Moi, je ne sais pas comment on sort de ce truc-là. Alors, j'ai une petite idée quand même. C'est-à-dire que vous l'avez tout bien remarqué, que ce sont essentiellement des emplois féminins. Normalement, quand on a dit ça, on a tout dit, parce que la suite va avec. C'est-à-dire que si c'est un emploi féminin, il est dévalorisé, et les emplois qui se féminisent, vous le savez, se dévalorisent, et que nanana, nananer, tous les stéréotypes, machin, autour des emplois féminins, j'arrête.
Alors, avant notre pause déjeuner qui va intervenir prochainement, je voulais poser la question à Véronique pour qu'elle puisse nous dire à quel moment de son parcours, est-ce que ça a un rapport avec le CNAV ou est-ce que c'est une autre chose? Pourquoi le livre qui s'intitule « Cette vieille dame et la mort » paraît maintenant? Est-ce que c'est relié à ton action, à ta réflexion au CNAV, ou est-ce que c'est un autre parcours parallèle, plutôt lié à ton métier de médecin? Merci Patrick. Alors, la question de Madame m'interpelle. Cette distinction genrée, d'une certaine façon, m'a effectivement tout à coup sauté à la figure au cours de ma vie professionnelle, à la fin de ma vie professionnelle. Et je crois que c'est une des choses qui m'a conduite à écrire ce livre. Je suis frappée du fait que dans la salle aujourd'hui, il y ait quasiment autant d'hommes que de femmes. En général, au CNAV, il y a 90% de femmes et à peine 10% d'hommes. Et j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que ce n'est pas pareil ici qu'ailleurs. Donc, si vous avez une recette, mesdames ou messieurs, merci de me la faire connaître. Bon, pour moins rire, c'est vrai que j'ai eu donc 40 ans de vie professionnelle, à la fois comme cardiologue au sein de l'assistance publique à Paris et aussi au centre d'éthique clinique que j'ai créé en 2002 et dirigé pendant 20 ans. Et quand je suis revenue sur mon parcours, après avoir décidé de prendre finalement ma retraite, je me suis aperçue que les femmes qui étaient venues, beaucoup de femmes étaient venues me voir, très âgées, au-delà de 85 ans, à la fois au centre d'éthique clinique et dans mon exercice de cardiologue, pour me demander de les aider à réfléchir et à les accompagner dans leur très grande vieillesse et dans la préparation de leur mort. Voilà. Et je me suis dit, mais pourquoi que des femmes? Alors, peut-être que c'est parce que je suis une femme, ou peut-être que c'est parce que les femmes vieillissent plus que les hommes, et que finalement les hommes meurent avant ce très grand âge, ou mourraient beaucoup avant ce très grand âge, ou peut-être que c'est parce que les hommes souvent retrouvent une femme lorsqu'ils se retrouvent éventuellement seuls et qu'ils sont souvent accompagnés d'une femme plus jeune. Bref, il y a plein d'explications possibles. Mais ça m'a intéressé d'approfondir cette question-là. Et donc, je me suis remémoré beaucoup de ces femmes qui sont venues me voir et que j'ai eu à accompagner. Ça m'a permis, de mettre sur la table ce sujet qui est que, à mon avis, aujourd'hui, c'est la mort au bout du très grand âge qui est la plus problématique. C'est-à-dire qu'il y a le plus de risques de mal se passer. Je pense que les soins palliatifs ont quand même beaucoup amélioré la question de la mort pour beaucoup de gens, et notamment pour tous les patients qui sont atteints de cancer, parce qu'ils se sont développés, les soins palliatifs, essentiellement pour cela. Ils se sont développés dans les années 80, comme vous le savez, lorsque les cancérologues n'avaient plus grand-chose à proposer à leurs patients et leur disaient « ça ne sert à rien de continuer les chimiothérapies ou d'autres traitements, et maintenant, malheureusement, je ne peux plus rien faire pour vous ». Et à ce moment-là, d'une certaine façon, les patients se sentaient complètement abandonnés. Et les soins palliatifs se sont créés pour prendre en charge et aider ces gens qui étaient au bout de la maladie, qui allaient mourir de leur maladie et qui n'avaient plus de médecin référent puisque les cancérologues ne pouvaient plus rien pour eux. Et ça a été la grande force des soins palliatifs que de développer un art pour prendre en charge ces patients-là. Mais les patients qui meurent au bout de la très grande vieillesse ne sont pas du tout les mêmes que ces patients-là. Et ils meurent d'une autre façon et dans d'autres conditions que les experts de soins palliatifs connaissent moins bien, parce qu'ils n'ont pas eu jusqu'à présent à s'occuper d'eux. Et parce qu'avant, quand on mourait au bout de la grande vieillesse, on mourait de façon assez
limpide, quoi. On s'éteignait tranquillement. Or, aujourd'hui, c'est moins le cas. Parce que la vieillesse, la grande vieillesse, est beaucoup plus médicalisée. Et que, notamment dans les EHPAD, une fois de plus, très souvent, dès qu'il y a un petit bobo qui arrive, quelque chose qui survient à une personne très vieille, ben on la soigne. On la soigne parce qu'on est là pour ça. Parce qu'une fois de plus, les EHPAD ont été conçus comme des lieux de soins et pas comme des lieux de vie. Ça, c'est un des problèmes conceptuels des EHPAD, à mon avis. Et donc, c'est facile de protéger une personne vieille en la vaccinant contre le Covid 25 fois, la grippe, en lui interdisant de sortir quand il fait froid, en l'attachant sur un fauteuil dans la journée pour qu'elle ne tombe surtout pas et qu'elle ne se fasse pas de fracture, en lui donnant à manger des choses qui sont bonnes pour elle, même si elle ne les aime pas, parce qu'elles ne sont pas contradictoires avec le bon régime qu'elle doit suivre, de lui donner de l'hyperprotéinisation pour que ses os restent en bonne santé, etc. Et donc, quand vous confiez une personne vieille à un EHPAD, cet EHPAD, il fait tout pour que cette personne continue de vivre et de vivre le mieux possible. Et tout cela fait que ça repousse l'heure de la mort, qu'on le veuille ou non. Et en plus de ça, quand il lui arrive un petit pépin, vite, vite, on la soigne. Et donc, les gens qui rentrent en EHPAD et qui veulent, en général, surtout ne pas y rentrer, et qui y rentrent malgré eux, et souvent malgré leur famille, qui sont tristes de mettre leurs vieux en EHPAD, eh bien, ils voudraient que ça ne dure pas longtemps, et du fait même du métier d'EHPAD, ça dure. Et ça dure, et ça dure, et ça dure. Si bien que, souvent, on ne se rend même pas compte, parmi ces gens, que la fin de vie est en train d'arriver. On ne la voit plus. Ils sont devenus tellement semblables à eux-mêmes du jour au lendemain qu'on ne perçoit plus les petits signes qui font qu'on remarque que la mort approche. Et donc, du coup, on ne les soulage plus, on ne les accompagne plus à mourir. Donc, ce que je raconte, c'est que la fin de vie, au bout de la très grande vieillesse, il n'y a pas de culture de prise en charge et souvent les conditions de cette prise en charge font que la fin de vie s'éternise sur un temps extrêmement long et extrêmement douloureuse, si ce n'est physiquement, au moins existentiellement pour les personnes qui la subissent. C'est ça qui a été mon expérience de praticien auprès de tous ces gens très vieux que j'ai eu à accompagner. Et je me suis rendu compte, chemin faisant, que beaucoup de femmes ont eu l'expérience d'accompagner des personnes très vieilles comme ça à la mort et savaient ça. Et elles ont voulu l'éviter. Et les femmes qui sont venues me voir, ce sont celles qui voulaient éviter ça, parce qu'elles l'avaient vécu pour leurs proches et qu'elles voulaient surtout ne pas vivre ça et ne pas faire vivre cela à leurs proches et à leurs enfants. Et voilà. Et donc elles sont venues me dire qu'est-ce que je peux faire pour éviter ça. Et donc je raconte celles qui voulaient l'euthanasie, celles qui voulaient le suicide assisté, celles qui ne voulaient surtout pas partir en Suisse, celles qui voulaient l'arrêt de l'acharnement thérapeutique et comment elles le concevaient, celles qui voulaient la sédation profonde et continue de la loi Claes-Leonetti. Et je raconte comment ça s'est passé finalement pour elles, si ça a marché ou si ça n'a pas marché et pourquoi. Voilà, donc ce n'est pas un livre très rigolo, mais bon, ça raconte les conditions de la fin de vie au bout de la très grande vieillesse. Et chemin faisant, je me suis dit, ça serait intéressant de comprendre la vie de ces femmes et pas uniquement de parler d'elles au bout de leur vie. Et donc de les faire vivre, de les incarner, de raconter qui elles ont été. Parce que comme ça, on n'est pas uniquement dans du mortifère. Et donc j'ai été me renseigner sur quelle vie avait été la leur. Et notamment, comme elles étaient souvent un peu disparues, puisque mortes, je me suis attachée à aller rencontrer des gens de la même génération, des femmes, qui avaient eu un peu les mêmes parcours qu'elles, et à le faire de façon différenciée, c'est-à-dire à rencontrer aussi bien des gens ayant vécu en milieu rural qu'en milieu urbain, dans des grandes villes, dans les petites villes, ayant eu des métiers à fort potentiel intellectuel ou au contraire manuel, pour de façon à avoir, si ce n'est un panel représentatif, au moins diversifié. Et je me suis rendu compte que ces femmes de cette génération-là étaient toutes des femmes qui avaient traversé le siècle de l'émancipation féminine, le siècle par excellence où les droits des femmes ont enfin été reconnus,
où elles ont gagné le droit de voter, le droit d'avoir un chéquier à elles, le droit d'avoir un compte en banque indépendant de leur homme, le droit d'accès à la contraception, le droit d'avorter, de ne pas poursuivre une grossesse si elles ne le souhaitaient pas, etc. Et je me suis demandé si le fait que ce soit que des femmes qui soient venues anticiper sur les conditions de leur mort avec moi était lié au fait de cette émancipation féminine, à ce mouvement qui avait existé pendant le siècle. Voilà. Et donc je propose des éléments de réponse et des hypothèses de réponse sur cette question-là à travers cet ouvrage qui croise donc à la fois la question féminine et la question de la fin de vie au bout de la très grande vieillesse. Alors, est-ce que ça a à voir quelque chose avec le CNAV ? Probablement. Merci beaucoup, Véronique. Félicitations. Certains parmi vous ont déjà pris une option ou acheté le livre. Véronique sera ravie de vous le dédicacer si vous le souhaitez. Et sinon, il y a encore quelques exemplaires si certaines d'entre vous souhaitez l'acquérir. Véronique restera avec nous jusqu'à 16h, 17h, je crois à peu près, pour attraper un train. Donc voilà, profitez de sa présence jusqu'à à peu près cet horaire. Nous interrompons pour le déjeuner. On va voir comment l'organiser tous ensemble en direct. Et on reprendra nos échanges par un atelier slogan vers 14h15, 14h30 au plus tard.